Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Martiré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du directoire d'Elis, le groupe spécialisé, on le sait, dans les prestations, de location, d'entretien, de linge qui est coté sur le SBF 120. Juste avant de parler de vos résultats qui sont bons sur le premier trimestre, écoutez un petit peu l'échange qu'on avait juste avant avec notre invité sur cette proposition de Jean-Luc Mélenchon d'un SMIC à 1 500 €. On ne sait pas trop si c'est tout de suite ou si c'est d'ici la fin du quinquennat. Tout dépendra évidemment déjà qu'il soit Premier ministre, ce qui n'est pas fait non plus, mais voilà, de l'inflation, où sera l'inflation. Vous en pensez quoi de ce sujet Alors c'est évidemment pour les bas salaires, il faut les aider, les bas salaires. Sujet très sensible pour nous, puisque la masse salariale, c'est le premier poste de dépense pour l'entreprise. C'est 40% du chiffre d'affaires en salaire, donc c'est un point clé. Aujourd'hui, on a déjà une inflation assez forte du SMIC, comme ça a été rappelé, avec 3 augmentations en France depuis quelques mois. On a le même type de sujet dans beaucoup de pays. Le Royaume-Uni a énormément augmenté son salaire minimum. Oui, mais comment ça se fait que les salariés d'Elis en France ont leur pouvoir d'achat qui est conservé, avec une inflation qui va être de 5% cette année? Je ne vais pas anticiper les négociations que nous allons avoir avec nos partenaires sociaux, mais il faut être un peu lucide. Et d'une manière ou d'une autre, on sera amené à proposer des hausses de salaire assez proches du SMIC, assez proches de l'inflation. Il n'y a pas de choix et c'est assez raisonnable pour garder un bon équilibre dans l'entreprise. Ça veut dire aussi, après, on en parlera après, mais d'augmenter aussi les prix de vente avec un coût de l'énergie qui augmente. Enfin bon, c'est un autre sujet, on en parlera tout à l'heure. Là, c'est le danger du cycle, effectivement, de hausse des salaires, hausse des prix et donc hausse des salaires à nouveau, etc., etc. Bon, dans votre actualité, il faut qu'on en parle, cette croissance, encore une fois, des ventes au premier trimestre. 26,4% de croissance des ventes. Ça reflète quelque part ces bons résultats. On voit d'ailleurs les images derrière, le rebond du secteur de l'hôtellerie, de la restauration qui s'est réouvert et donc mécaniquement, c'est bon pour vous. C'est ça, quelque part aussi que ça... Alors, c'est une partie de l'explication, c'est une partie de l'explication, mais c'est effectivement important, puisqu'on a une base de comparaison qui est très faible. Premier trimestre 2021, l'activité était très perturbée. Et c'est 25-30% de votre chiffre d'affaires aussi. Voilà, c'est un gros quart de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, on a un premier trimestre avec une activité sur l'hôtellerie-restauration qui est en très fort rebond. On est encore loin des chiffres de 2019, donc ça c'est aussi intéressant de voir que nous avons encore une réserve de progression. N'oublions pas quand même qu'en janvier, on avait l'impact de Omicron, du variant Omicron, avec quand même une baisse du tourisme international et des voyages sur le mois de janvier. On a d'ailleurs une hausse assez séquentielle de cette croissance, puisque quand vous regardez les chiffres au mois le mois, en gros on a fait 20, 25, 28. De croissance, donc 20% en janvier, 25% en gros en février et 28% en mars. Et donc là, on reflète bien l'accélération de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on est à peu près à moins 10% d'activité si on se compare à 2019, qui est la dernière année d'activité normale. Donc on n'est pas retrouvé sur l'hôtellerie-restauration, encore vous êtes 10 points en dessous de l'activité pré-crise. Exactement. Sur l'hôtellerie-restauration. Sur l'hôtellerie-restauration. Et ce qui veut dire qu'au niveau du groupe... 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe. En 2021, très impacté par la crise, et on sera très au-delà de 3,5 milliards cette année. Et donc au niveau du groupe, le premier trimestre 2022, il est très nettement au-dessus du premier trimestre 2019, en gros 10% au-dessus. Et donc ça vient souligner que malgré le recul de l'hôtellerie-restauration, on est encore à moins 10, les autres secteurs marchent très fort et on est en nette croissance sur les autres secteurs. Alors, quelles sont les autres divisions justement? J'ai vu vêtements professionnels, pest control. Tout ce qui est dératisation, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. On vous connaît évidemment pour la blanchisserie. Alors, c'est une faible part de notre chiffre d'affaires, 50 millions sur 3,5 milliards, donc c'est pour ça qu'on en parle peu. Petite activité, mais qu'on a lancée il y a quelques années, qui est en forte croissance chez nous. Et en gros, c'est du service complémentaire, donc de lutte contre les nuisibles, donc les rampants et les volants. Et donc, l'idée, c'est quand on est présent chez un client, on est capable d'amener beaucoup de services, et c'est un service supplémentaire qu'on s'est apporté depuis quelques années. Les grosses divisions, on a dit 25-30% pour santé, la restauration. En gros, il y a les hôpitaux, donc hôpitaux, maisons de retraite, donc ça c'est à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. Et puis après avec notre division vêtements professionnels, là on couvre l'ensemble des clients potentiels, industrie, commerce, services. Donc c'est à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires sur cette division-là. Et ces deux divisions, donc santé et puis industrie, commerce, services, sont en très nette croissance et c'est ce qui fait qu'on compense très largement la faible activité de l'hôtellerie cette année. Sur les zones géographiques les plus dynamiques, je voyais que ça booste un peu partout. La France est
Vous dépendez de moins en moins de la France. Aujourd'hui, la France, c'est même pas 30%. Enfin, ouais. c'est toujours 30% de chiffre d'affaires. C'est moins d'un tiers. Mais effectivement, quand, il y a quelques années, quand j'ai eu la chance de prendre la tête d'Hélice, c'était 85% du chiffre d'affaires. Donc là, on était en 2008. Ouais. Donc 2008, 85%. Quelle longévité, n'est-ce pas 85% du chiffre d'affaires en France et maintenant moins de 30%. Et puis avec la nouvelle acquisition qui arrive au Mexique, ça va encore diluer, on va dire, la France dans notre chiffre d'affaires global. Sur le Mexique, on parle de quoi? On est autour de 80 millions, 100 millions d'euros? C'est ça, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça change tous les jours avec le change, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Cette reprise de l'activité qui s'est poursuivie à vive allure, on le voit bien sur le début de l'année. Encore une fois, il n'y a pas de fléchissement depuis la guerre en Ukraine pour vous? Vous ne ressentez pas, encore une fois, les effets des ralentissements qu'on voit au niveau macroéconomique? Non, pas encore. Et aujourd'hui, tous les voyants sont verts. Il faut dire aussi, on est souvent un très bon baromètre de l'économie en Europe, avec une petite particularité en sortie de crise, c'est que Hélice est quand même une entreprise vainqueur et qui bénéficie des nouvelles tendances de marché après cette crise sanitaire. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'hygiène, j'en fonce des portes ouvertes, mais qui est ultra renforcé en sortie de crise. Et donc ça se traduit par exemple par des entreprises qui décident d'augmenter le stock de vêtements professionnels pour que leurs salariés puissent se changer plus souvent dans la semaine. Donc là, ça, c'est très bon pour nous. Voilà. Vous avez aussi le sujet de sécurité d'approvisionnement, traçabilité, qui est absolument clé. On a signé des gros contrats, par exemple, avec des blocs opératoires pendant la crise sanitaire, parce qu'ils étaient en rupture d'approvisionnement. C'est-à-dire que massivement, les blocs opératoires utilisaient du linge jetable en usage unique, qui était sourcé en Asie. Ils se sont retrouvés en rupture d'approvisionnement. Et là, notre offre textile, avec réutilisation du textile, on a une offre de proximité. Et vous avez gardé le contrat? Et on a gardé les contrats, bien sûr. Et donc ça, c'est une vraie tendance de fond qui est très positive pour nous. Et puis, on commence à voir arriver un autre phénomène qui est aussi très bénéfique pour nous. C'est une forme de réindustrialisation en Europe, donc la fameuse démondialisation. Ouais. Et on a quelques secteurs d'activité, par exemple, comme la microélectronique, qui avait massivement aussi fait bouger ces curseurs avec plus de production en Asie et beaucoup moins d'usines en Europe. Et qui là, face aux pénuries, aux problèmes logistiques et au risque d'être trop exposés à une seule zone géographique, sont en train de relancer des investissements et on re-signe beaucoup de contrats en ce moment avec ce type de clients. Et donc ça, c'est pour nous une tendance qui est très favorable. Et donc c'est pour ça qu'on est extrêmement confiant en ce moment quand on voit les tendances de marché, puisque tout pousse vers davantage de recours aux services Hélice. Ouais. Et puis il y a de moins en moins, j'imagine, aussi de reports d'événements professionnels, les salons ou autres. Tout ça, c'est derrière vous, derrière nous? Alors, ce n'est pas 100% derrière nous, puisqu'on n'est encore qu'à 90% de notre niveau d'activité 2019, mais on voit qu'effectivement, ça progresse. Et là, on a beaucoup de régions dans le monde où on a retrouvé le niveau d'activité en hôtellerie-restauration de 2019. Donc, effectivement, tous les Nordiques, on est au-dessus de 2019. On a fait un début d'année incroyable au Danemark. On était même très nettement au-dessus de 2019. C'est encore un peu poussif au Royaume-Uni. On voit que Londres, par exemple, souffre encore un petit peu. Paris est très prometteur et semaine après semaine, là, on se rapproche de 2019, donc tout ça est très, très positif. Bon, donc des clients qui sont là, qui sont au rendez-vous. Après, dans les hausses de coûts, on a vu effectivement les salaires. Le salaire moyen d'ailleurs chez Hélice? C'est 2 200 € à peu près, c'est en ligne avec la moyenne du pays, donc pour la France, bien sûr. Après, il y a aussi les hausses de coûts évidemment qui viennent du prix de l'énergie, notamment du gaz, puisque vos blanchisseries, en fait, elles utilisent des chaudières à gaz. Vous avez calculé, j'imagine, la facture, on est à combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une augmentation pour nous de plus de 100 millions d'euros au niveau du groupe, la hausse du prix du gaz. Effectivement, on consomme beaucoup d'énergie. Si on compare une année pleine, donc 2022 versus 2021, c'est un peu plus de 100 millions d'euros d'augmentation. À supposer qu'on reste à 100 € le mégawattheure, c'est ça? Voilà, ce matin, on était à 75, donc on est un peu en dessous de 100 €. Votre prévision, vous, c'est 100 € le mégawattheure? Exactement. Donc nous, on a fait notre construction budgétaire, notre forecast pour 2022 était forcément un peu prudent, et donc on a pris des hypothèses avec un gaz qui resterait sur l'ensemble de l'année à 100 €. Et dans ce cas, vos résultats financiers 2022 sont confirmés? Exactement. Mais si on est en moyenne au-dessus de 100 €, les résultats financiers, les objectifs financiers sont caducs ou sont... Alors, quand vous regardez la communication du groupe, les objectifs financiers sont confirmés, mais on a un effort supplémentaire à réaliser en termes de hausse de prix cet été. Donc, c'est conditionné au prix du gaz. Et en même temps, si ça augmente au-delà de 100 € mégawattheure, vous le transférez, vous le passez dans les prix de vos clients. Exactement. Tout. Exactement. Donc, vos résultats, finalement, vos objectifs financiers pour 2022, ils sont assurés? Ils sont solides.
Ils sont solides. Qu'est-ce qui pourrait ne pas les compromettre? Aujourd'hui, on a plutôt communiqué à l'inverse sur une confiance qui était renforcée. C'est-à-dire que quand on a annoncé une croissance organique entre 13 et 15%, et puis à peu près 500 millions d'euros d'EBIT et un résultat net par action à 1,35 €, voilà les grands chiffres communiqués par le groupe. Et avec le communiqué des résultats du premier trimestre, on a aussi annoncé que cette confiance était renforcée. Donc il était trop tôt pour imaginer des guidance réévaluées, donc on verra ça cet été. Donc vous êtes confiant. Donc on fait un très bon début d'année, très confiant, les tendances de marché sont très favorables. Donc on parle du premier trimestre, mais sur avril, depuis janvier, février, mars, mais à partir d'avril, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc le sujet, effectivement, vous l'avez évoqué, ça reste quand même l'inflation de nos coûts énergétiques. Donc ça, c'est un grand sujet. Donc ça donne des discussions, évidemment, avec nos clients pour pouvoir répercuter le plus possible cette inflation des coûts. Pour l'instant, ça passe. Alors, et comment c'est calculé? Parce qu'il faut qu'il y ait de la prévisibilité aussi. Comment on comprend que si on est à 120 € le mégawattheure sur le gaz, comment vous passez ce prix-là, cette augmentation dans les prix de vos clients? Alors dans l'ensemble de nos contrats, en fait, il y a des formules de révision de prix avec des index qui suivent plus ou moins le compte de résultat d'Elis. Donc nos clients sont parfaitement informés maintenant depuis des années de notre structure de coûts. Ils savent très bien qu'il faut suivre en gros les salaires et l'énergie. Et donc ils l'acceptent. La hausse de prix, elle est légitime. C'est-à-dire que les clients savent très bien que nous souffrons face à la hausse des prix de l'énergie. Et jusqu'où ils peuvent l'accepter, ça? Parce que ça marche, mais année après année, en gros, sur un an, vos prix ont augmenté de combien? Alors pour l'instant, je pense que cette année, on a des prévisions d'une hausse moyenne de nos prix, mais ça englobe aussi l'Amérique du Sud, où il y a de l'inflation à 2 chiffres, donc ça booste un petit peu le chiffre, mais on est de l'ordre de 6% d'impact hausse de prix attendu pour l'année 2022. Et donc la grande question que vous posez, qui est la question fondamentale, jusqu'où et quel est le risque? Est-ce que les clients, à un moment, peuvent dire que... Est-ce qu'ils peuvent se passer de vous? C'est le sujet. Voilà. C'est bien le sujet. Donc, pardon, je le dis un peu brutalement, mais c'est ça le sujet, non? C'est le sujet. Et puis l'autre sujet, c'est est-ce que vous avez des concurrents qui ont d'autres méthodes de production et qui, pour délivrer le même service, n'ont pas la même base de coût. Ben, vous me voyez arriver. Non. Donc, dans les deux cas, en gros, tous les concurrents font le service et délivrent le service de la même manière, donc ont la même structure de coût. Donc, tout le monde a ces mêmes problèmes de hausse des salaires, hausse de l'énergie. Et puis, deuxième sujet, est-ce que mon service est essentiel pour les clients et est-ce qu'ils peuvent s'en passer? Ben, je vous laisse répondre. Est-ce que vous imaginez un hôtel sans linge? Est-ce que vous imaginez une clinique sans linge? Après, il va le répercuter, encore une fois, l'hôtel sur le prix de la chambre. Et là, c'est intéressant de voir quelle est la part du coût de notre service dans leur propre PNL. Et donc, si on prend le cas de la chambre d'hôtel, en gros, en fonction de la nature de l'hôtel... 100 € une chambre, non? Ça dépend où, hein. Mais si vous trouvez une chambre d'hôtel à Paris... Monsieur a des goûts de luxe. Non, pas du tout. Monsieur est réaliste. Mais essayez de trouver une chambre d'hôtel à 100 € à Paris en ce moment et ce sera difficile. 150 €, disons 150 voilà. €. Et en gros, le linge, ça va être 5 € par chambre. Donc, même... Imaginons la catastrophe, on est obligé de pousser 10, même 10 pour faciliter le calcul, 50 centimes sur une chambre d'hôtel à 150-200 €. Donc ça limite aussi l'enjeu de nos négociations. Donc ces hausses de prix, elles sont justifiées. On a des formules de prix transparentes avec nos clients. L'impact est à la fin marginal dans leur PNL. Ils peuvent le répercuter aussi à leurs clients. Et il n'y a pas de service alternatif pour se passer de notre prestation. Donc c'est pour ça qu'on arrive, comme on l'a toujours fait dans le passé. Parce qu'en fait, si on se rappelle de l'année 2019, quand on a démarré l'année 2019, il y avait déjà des hausses de salaire très importantes en Europe, avec la hausse du salaire minimum en Espagne de 22% notamment. Et donc c'était la grande angoisse autour d'Elis, est-ce que Elis sera capable de répercuter cette hausse de coûts et il suffit de regarder nos chiffres en 2019, on a maintenu la marge et on a été capable de répercuter ces hausses de coûts dans nos prix. Vous avez fait l'acquisition, j'ai vu, d'une petite société russe à la fin 2021 pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. A posteriori, mais on ne refera pas l'histoire, vous le regrettez? Et qu'est-ce que vous faites de vos investissements sur place aujourd'hui? Vous avez raison, on ne refera pas l'histoire, donc ça ne sert à rien de le regretter ou pas. Aujourd'hui, donc, la Russie, ça représente moins d'1% de notre chiffre d'affaires, donc c'est assez marginal dans notre compte de résultats. On a 600 salariés là-bas. Donc le point le plus important, c'est d'abord de respecter l'ensemble des sanctions internationales. Donc on a notre service juridique et le département compliance qui épluche tous nos contrats signés en Russie
pour s'assurer qu'on respecte toutes les sanctions. C'est quel cas ? Évidemment. Donc interdit de travailler avec une entreprise blacklistée ou même avec une entreprise dont un des actionnaires est potentiellement blacklisté. Donc là-dessus, on est absolument intransigeant. Par ailleurs, on fait aussi très attention au sort de nos salariés et de nos équipes managériales. Notre CEO, donc notre patron de la division russe, il est ukrainien et notre CFO est français. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention dans notre façon de communiquer sur nos opérations en Russie pour leur propre sécurité. Cette année, on est sur Boursorama, ça nous intéresse, les dividendes, vous en distribuez de nouveau après 2 années de vache maigre. Exactement. Donc ça vient sanctionner la récompense d'une très bonne année en 2021. Donc c'est plus une sanction. Hein. Sanctionner positivement. Oui, je sais. Sanctionner positivement. Ah, c'est un nouveau concept, ça. Non, il y a les deux sens derrière ce mot sanctionner. On pense souvent à la sanction. Mais parce qu'on a un esprit négatif en France, il faut rester positif. Donc on peut sanctionner positivement des bons résultats en 2021. Et donc effectivement, c'est la récompense à la fidélité de nos actionnaires et retour aux dividendes versés. Au niveau pré-crise ? Au niveau pré-crise, exactement. Bon. 37 centimes par action. Comment expliquer, après tout ce qu'on a dit, le parcours boursier, qui n'est pas super enthousiasmant, il faut dire ce qui est, moins 5% depuis le début de l'année, moins 3% sur 3 ans, moins 30% sur 5 ans. Comment rendre ça plus enthousiasmant, justement, plus stimulant en termes de parcours boursier ? Alors, c'est effectivement une déception, une frustration. Et ça, c'est clair que je ne vais pas être satisfait avec ce niveau-là. Capitalisation de plus de 3 milliards d'euros, quand même, il faut le dire. Mais ce qui est important, comme toujours, c'est de regarder l'avenir et de voir ce qu'on peut anticiper là, dans les prochains trimestres. Moi, je suis très optimiste et très confiant parce que, comme vous le soulignez, quand on voit la performance du groupe et les grands agrégats financiers, ça ne peut pas durer comme ça. Vous êtes très optimiste et très confiant sur quoi ? Sur l'évolution du cours de bourse. C'est-à-dire que je suis absolument persuadé qu'on retrouvera assez vite les niveaux d'avant crise en Ukraine, d'avant Covid. En gros, on était à 19 € en février 2020, donc juste avant la crise du Covid. Ouais. Et quand vous regardez, on annonce en 2022 un chiffre d'affaires qui sera nettement au-dessus de 2019 et un niveau de marge qui sera comparable à 2019. Donc on était à 19 € avant la crise du Covid. Je serais très surpris qu'on ne soit pas à ces niveaux-là. D'ailleurs, cette confiance, elle est quand même plutôt partagée par tous les analystes financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le consensus attend plutôt un 19 € sur le cours d'Hélice et vous avez 80% des analystes. Il manque l'étincelle maintenant. Alors l'étincelle, j'espère qu'elle va arriver quand les gens seront un peu moins nerveux sur la situation autour de la crise en Ukraine, bien sûr. Je pense que nos résultats du premier semestre seront aussi importants pour rassurer tout le monde sur notre capacité à passer dans nos prix les impacts de l'inflation de l'énergie. Et puis il y a aussi un point qui est fondamental pour moi autour du titre Hélice, c'est le niveau de la dette, qui est un sujet qui a pesé sur le cours de l'entreprise là, depuis 2-3 ans. On avait un levier, donc dette nette sur EBITDA qui était très au-dessus de 3 et donc qui était un peu repoussoir. C'était peut-être ça. Alors on en est où maintenant ? Tiens. Et donc on a fini l'année à 3. On annonce dans notre guidance de début d'année, on annonce 2,6 à la fin de l'année 2022. C'était ça l'épée de Damoclès sur le titre. Exactement. Donc 2,6 à la fin de l'année. Et comme on a dit qu'on était très confiant sur notre guidance, on peut donc s'attendre à être capable de faire mieux. Et donc je pense que ce sera aussi un des derniers freins pour que le marché retrouve beaucoup plus de confiance et nous price à notre juste valeur. Je dis prenons rendez-vous, vous revenez quand le cours est à 19. Avec grand plaisir, mais vous allez me voir bientôt alors. Il y aura un plan climat, c'est peut-être l'occasion de parler de votre plan climat. Vous allez annoncer un plan climat parce qu'en fait, vous vous considérez comme un acteur de l'économie circulaire aussi. Nous sommes un acteur de l'économie circulaire, je vous rappelle, c'est l'ADN de l'entreprise, puisqu'en fait nous fournissons un service et pas un produit. Quand on design nos vêtements, par exemple, dès le début, on va travailler avec nos fournisseurs pour les faire les plus durables possibles. Et on a dans nos propres blanchisseries des ateliers de couture et de réparation pour nous permettre d'augmenter le nombre de cycles de ces vêtements professionnels. On a des études extérieures très sérieuses qui ont fait des calculs d'impact CO2 entre plusieurs solutions. Et donc, si vous décidez par exemple d'acheter votre stock de vêtements et puis de confier le lavage à vos salariés ou au pressing du coin versus une solution location-entretien avec Hélice, alors moins 30%.
l'impact d'émissions de CO2. En c'est écart moins 30% de CO2 émis si vous choisissez une solution Akelis. Vous avez la même question. On a fait cette étude précise là, pour les blocs opératoires. Donc j'évoquais l'ancienne façon de faire qui était j'achète de l'usage unique, donc en gros des champs opératoires en papier que je vais jeter à la fin de l'opération versus du textile. Idem, moins 30% au minimum quand vous choisissez une solution textile. Et donc, donc notre solution autour de l'économie circulaire est, je pense, une partie de la réponse aux problèmes climatiques que nous avons aujourd'hui et que toutes les entreprises vont devoir adresser. Et donc c'est pour nous aussi... Vous êtes pour elles une source de solution. Exactement, exactement. Pour baisser leur scope 3, leurs émissions indirectes, ils auront un grand intérêt à étudier les solutions proposées par Elis. Avec un plan climat, je reviens là-dessus. Il dit pour quand le plan climat Cette année. D'ici la fin de l'année 2022, on aura communiqué notre plan climat. On aura une chance sur deux de se voir, soit pour le plan climat, soit pour l'action à 19. Pour les deux. Sait-on jamais. Je vous le souhaite. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Xavier Martiré, donc le président du directoire d'Elis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir.